Crime à des sommets vertigineux, économies à bout de souffle, groupes haineux en plein essor et écoles en état de survie. Et pourtant, ils osent encore dérouler le tapis rouge aux nouveaux venus. La communauté noire, elle a vite compris. Le message a plié bagage et répondu « Pas aujourd'hui, merci ». Bienvenue dans le palmarès des 10 États en chute libre où les Afro-Américains ne mettent plus les pieds. À visionner avant toute idée de déménagement. Ce n'est pas qu'un classement, c'est un électrochoc. Ces États servent des infrastructures en lambeaux assaisonnés d'une bonne dose de tension raciale et appellent ça le doux foyer. Pendant ce temps, les Afro-Américains préfèrent la paix aux nids de poules, le progrès aux problèmes, et tournent le dos à ces États transformés en véritables laboratoires politiques à l'ambiance d'expulsion imminente. Et voici le bouquet final ici. Les systèmes ne se contentent pas de dysfonctionner, ils s'effondrent comme des transats sous un ouragan. Et malgré tout, ils cherchent encore à comprendre pourquoi la population noire s'évapore. Indice, ce n'est pas la météo. Dans ce compte à rebours, plongeons ensemble au cœur des 10 États américains qui s'écroulent le plus vite et où les Afro-Américains ne posent plus leurs valises. Là où le paillasson d'accueil est élimé jusqu'à la trame et les sorties bondées. Accrochez-vous car la suite pourrait bien vous secouer. Et si l'idée d'un déménagement vous trotte en tête, cliquez sur j'aime et suivez jusqu'au bout avant de commettre l'erreur fatale de votre année. Une des 10, la Louisiane. La saison des ouragans n'est pas la seule à ravager la Louisiane. Cet État est en vrille depuis si longtemps qu'il aurait besoin d'une tente permanente de la FEMA et d'un psy. 49e en éducation, 47e en santé, et il trouve encore le moyen de toucher le fond avec ses infrastructures délabrées. La Louisiane, c'est un peu cet ami qui accumule les mauvaises décisions et vous demande de prier pour lui. Parlons crime. La Nouvelle-Orléans affichait un taux d'homicide de 70 pour 100 000 habitants en 2022, la plaçant parmi les villes les plus meurtrières du pays. Ce n'est pas une statistique, c'est une urgence. Et pourtant, on dirait que les dirigeants de l'État pensent qu'une parade Second Line et quelques colliers de Mardi Gras suffiront à tout faire oublier. Comme pour dire « Ne vous inquiétez pas de la pauvreté, attrapez plutôt ces colliers en plastique ». Mais voici la véritable histoire des familles noires enracinées ici depuis plus longtemps que le bayou lui-même s'en vont discrètement mais sûrement éreintés. Fatigués de maisons inondées à chaque tempête de quartier, en attente de réparations élémentaires des années après les catastrophes, et de politiciens qui surgissent en campagne avec des promesses, mais disparaissent plus vite que l'aide fédérale. Parlons école, plus de 80% des élèves de la Nouvelle-Orléans sont inscrits dans des charter schools, dont beaucoup sont mal gérées, peu performantes ou même non accréditées. Les enseignants sous-payés et épuisés fuient vers des États qui respectent leur métier. Pendant ce temps, on demande aux parents de faire des miracles avec 2 emplois à plein temps, pas de garde d'enfants, et un système scolaire rafistolé au ruban adhésif. Côté santé, le taux de mortalité maternelle des femmes noires en Louisiane est près de 4 fois plus élevé que celui des femmes blanches. Pensez-y bien en 2025 dans le pays le plus riche du monde. Alors dites-moi comment voulez-vous bâtir un patrimoine familial quand la valeur de votre maison s'effondre, que les emplois se font rares et que votre communauté n'a même pas d'hôpital à moins de 30 minutes. Même le tourisme commence à vaciller. Les habitants ne peuvent plus se payer les quartiers où ils ont grandi, et pourtant les budgets municipaux se plient en 4 pour les centres de congrès et les liftings du French Quarter. La vraie question n'est pas « la Louisiane s'effondre-t-elle ?», mais plutôt « qui reste pour ramasser les morceaux ?» Car de plus en plus de Noirs disent « vous savez quoi ? On adore la culture, mais on aime encore plus la paix. Gardez-la, on s'en va. » Endegener, le Mississippi. Le Mississippi ne s'est pas contenté de prendre du retard, il a posé ses valises, construit un perron et s'est installé confortablement tout en bas. 50e en santé, 50e en opportunités économiques et dernier pour le bien-être global des enfants. L'État du Magnolia réussit l'exploit de transformer la pauvreté en politique. Et nous les Noirs, on porte cet État sur nos épaules depuis avant même qu'il ne s'appelle Mississippi. Alors quand les gens commencent à plier bagages, vous savez que la situation est critique. Parlons chiffres. Le Mississippi détient le pourcentage de résidents noirs le plus élevé du pays, environ 38%. Et pourtant, les communautés noires restent les moins financées, les moins dotées et les plus surpolicées. Prenez Jackson par exemple, la ville a passé des semaines en 2022 sans eau potable. Et aujourd'hui encore le système est si fragile qu'un simple orage peut le mettre à plat. Pendant ce temps, dans les banlieues blanches juste à côté, eau du robinet clair comme du cristal.
Comment un État si riche culturellement peut-il rester aussi pauvre aussi longtemps? Ce n'est pas un hasard. L'éducation publique est une farce. Le Mississippi se classe 46e pour les performances, K12, et les pénuries d'enseignants sont si graves que certaines écoles entassent les élèves dans des labos d'apprentissage sans aucun professeur qualifié. Ce n'est pas de l'éducation, c'est une garderie sophistiquée. Et l'économie. Le revenu médian des ménages tourne autour de 52 000 $, soit près de 15 000 $ de moins que la moyenne nationale. Et bonne chance pour obtenir un prêt pro si votre code postal est noir à 80%. Les refus bancaires au Mississippi racontent l'histoire d'un apartheid économique déguisé en politesse sudiste. Les indicateurs de santé tout aussi cruels. Le Mississippi affiche l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés du pays, et les femmes noires ici ont 2 fois plus de risques de mourir de causes liées à la grossesse que les blanches. Ce n'est pas un signal d'alerte, c'est une alarme générale. Alors question quand on ne peut ni boire l'eau, ni faire confiance aux écoles, ni se soigner correctement, ni entrer dans une banque sans suspicion, on est censé faire quoi? Rester par loyauté, par espoir, par habitude? Non. Les familles noires choisissent autre chose. La mobilité, la liberté, la santé mentale. Le Mississippi nous a donné certaines des voix les plus fortes du mouvement des droits civiques, mais en 2025, un nouveau mouvement émerge, celui qui dit « On ne va plus mourir pour vivre ici ». Alors que l'État s'accroche au passé comme un disque rayé, les Noirs passent à la piste suivante et trouvent d'autres lieux où le progrès ne relève pas du conte de fées. 8. Virginie occidentale. La Virginie occidentale ne s'effondre pas seulement, elle s'efface comme un vieux tatouage mal fait. Cet État reste figé entre un souvenir poussiéreux de mines de charbon et une télé-réalité que plus personne ne regarde. Autrefois porté par l'industrie minière et manufacturière, il est aujourd'hui leader dans un seul domaine, la perte de population. Entre 2010 et 2020, la Virginie occidentale a perdu plus de 60 000 habitants et l'exode continue. Et le hic, c'est que les Noirs n'y sont jamais venus en masse et désormais ils l'évitent totalement. L'État est peuplé à plus de 84% de Blancs, ce qui ne serait pas rédhibitoire s'il n'était pas aussi isolé culturellement et économiquement. Ici, la diversité signifie qu'on a mis de la sauce piquante sur les spaghettis. Le revenu médian tourne autour de 51 000 $, soit 20 000 $ de moins que la moyenne nationale. En parallèle, près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et si vous pensiez qu'aller vivre dans les montagnes vous ferait économiser de l'argent, détrompez-vous. Les prix alimentaires sont étonnamment élevés à cause des problèmes d'accès rural et les transports publics sont quasi inexistants, sauf si vous êtes d'humeur à faire de l'autostop au pays du charbon. Les soins de santé sont classés 45e du pays avec des hôpitaux ruraux qui ferment à tour de bras. La santé mentale, une crise dans un État qui affiche l'un des taux de décès par overdose les plus élevés des États-Unis. La réponse, plus de pensées et prières que de vraies politiques publiques. Parlons maintenant d'éducation. La Virginie occidentale se classe 48e au niveau scolaire, K12, et la pénurie d'enseignants est telle que des remplaçants occupent souvent des postes à temps plein sans aucun diplôme requis. Vous voulez que votre enfant aille à l'école pour préparer son avenir, pas juste pour survivre à l'instant présent. Non. Ajoutez à cela un climat politique plus préoccupé par l'interdiction des drag shows que par la lutte contre la pauvreté structurelle des droits LGBTQ+, suspendus à un fil, et l'histoire des Noirs à l'école. Bonne chance pour trouver le manuel. Posez-vous la question si vous êtes noir, voulez-vous vivre dans un endroit où vous êtes l'une des 5 rares personnes du comté à vous ressembler? Avec 0 ressources culturelles, des opportunités d'emploi limitées et aucun réseau de soutien. Voilà pourquoi la Virginie occidentale est quasi absente de la carte pour les familles noires. Pas parce qu'on n'aime pas les montagnes, mais parce qu'on a déjà gravi trop de batailles en montée. Alors pendant que l'État tente de se moderniser sans vraiment changer les Noirs, eux regardent depuis les gradins et choisissent des lieux où l'avenir ne ressemble pas au passé. C'est Arkansas. L'Arkansas, c'est l'État qui jure être sous-estimé. Mais dès qu'on y met les pieds, on comprend vite pourquoi. Sur le papier, il offre une nature splendide, un coût de vie abordable et une position centrale. Mais grattez la brochure brillante et la réalité perd tout son charme. Criminalité en hausse, école en chute libre, pauvreté rurale et un racisme qui ne se donne même plus la peine de se cacher. D'abord, l'Arkansas se classe 44e en éducation et 47e en santé.
En clair, si vous tombez malade, mieux vaut déjà être aux urgences ou connaître quelqu'un avec une voiture et une prière. Et Little Rock. En 2023, elle affichait l'un des taux d'homicide par habitant les plus élevés du pays, dépassant des villes 2 fois plus grandes. Pas vraiment un argument de vente quand on veut élever une famille ou lancer une entreprise. Maintenant, voyons ce que ça donne pour les communautés noires. Environ 15 à 7% de la population est afro-américaine, mais bonne chance pour trouver l'égalité dans le logement, la santé ou l'économie. Les quartiers sont soit négligés, soit gentrifiés, jusqu'à devenir méconnaissables. Et l'aide de l'État oubliée. L'Arkansas a refusé pendant des années l'expansion fédérale de Medicaid et traîne toujours des pieds pour investir sérieusement dans les communautés défavorisées. Et côté climat racial, En 2024, le Southern Poverty Law Center a classé l'Arkansas parmi les 10 États comptant le plus de groupes haineux par habitant. Difficile de croire que ça n'impacte pas le sentiment de sécurité le soir ou même en plein jour, y compris en banlieue. Là où on devrait trouver plus de stabilité, on a surtout une surveillance policière excessive et une ambiance culturelle glaciale. Les regards, les suppositions et ce petit ton passif-agressif. Vous venez d'où déjà ? Et sur la politique éducative, l'État a tenté récemment d'interdire les cours AP d'histoire afro-américaine dans les écoles parce que vous savez, enseigner la vraie histoire, ça pourrait mettre mal à l'aise. Apparemment, l'inconfort est plus grave que la vérité. Ça vous dit tout sur qui écrit les programmes et qui en est effacé. Le revenu médian des ménages dépasse à peine 53 000 $, bien en dessous de la moyenne nationale. Et des services basiques comme le transport public, le logement abordable ou Internet fiable sont inexistants ou totalement irréguliers hors des villes. En résumé, l'Arkansas veut bien que les Noirs viennent visiter, sourire, peut-être divertir un peu, mais pas rester, pas construire et encore moins diriger. Et les familles noires l'ont bien compris. Ceux qui auraient pu contribuer à revitaliser l'État font maintenant chauffer les moteurs et partent vers des États où le potentiel ne se paie pas au prix de sa tranquillité d'esprit. Alabama. L'Alabama fait la une, mais rarement pour de bonnes raisons. C'est le berceau du mouvement des droits civiques et pourtant il semble toujours coincé à se battre pour la simple décence humaine. C'est dans cet état que le Dr King a mené ses marches, mais en 2025, on a parfois l'impression que la marche se fait à reculons. Voyons quelques faits. L'Alabama est 46e en éducation, 45e en santé et affiche l'un des taux d'incarcération les plus élevés du pays. Oui, du pays. Le système pénitentiaire est si surpeuplé et violent que le département américain de la justice a littéralement dû intervenir. Et devinez qui représente la majorité de cette population carcérale. Indice, ce ne sont pas ceux qui rédigent les lois. Les Noirs. Ils représentent environ 27% de la population mais portent le poids le plus lourd, salaire plus bas, moins d'accès aux soins, plus de contrôles policiers et davantage d'obstacles à la propriété immobilière. Pendant ce temps, la législature de l'État redessine les cartes électorales comme une performance artistique, charcutant les districts noirs, au point que même la Cour suprême a dû dire stop, c'est dire où on en est. Et parlons argent. Le revenu médian des ménages en Alabama tourne autour de 55 000 $, bien en dessous de la moyenne nationale. Pourtant, le coût du logement dans des villes comme Birmingham ou Huntsville grimpe sans cesse, comme si le marché immobilier ignorait que les salaires ici sont dérisoires. Et Birmingham, justement, autrefois un moteur économique noir, voit aujourd'hui de nombreuses familles noires de classe moyenne plier bagages lassés des écoles sous-financées de la surpolice et de l'absence de mobilité économique. Elles partent vers la Géorgie, la Caroline du Nord, voire le Midwest, n'importe où, offrant plus d'opportunités et moins de regards lourds, de sous-entendus à l'épicerie. Les écoles publiques d'Alabama. Elles souffrent surtout dans les districts à majorité noire. Pénurie critique d'enseignants et des résultats scolaires catastrophiques. Un district important s'est même retrouvé sans service de bus scolaire pendant des semaines faute de budget. Imaginez devoir prier chaque matin pour qu'un moyen de transport apparaisse. Et côté santé, ce n'était guère mieux, les hôpitaux ruraux fermant à un rythme record et la mortalité maternelle noire en Alabama est presque 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Pour une femme noire accouchée ici, peut être un risque vital. Alors question, combien de temps rester dans un endroit qui aime votre culture uniquement pendant le mois de l'histoire des Noirs, mais ignore vos besoins le reste de l'année? De plus en plus de familles noires répondent « ce n'est pas pour nous ». L'histoire est riche, mais on ne vit pas d'histoire. On ne construit pas de richesse sur la nostalgie. Et certainement pas, on n'élève pas une famille dans un endroit où le progrès est considéré comme optionnel.
Nous voilà à mi-parcours du classement. Si vous appréciez la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à Virtual Travel by Brian et à activer la cloche de notification pour plus de contenu informatif. Et reprenons. Numéro 5. La Caroline du Sud. Caroline du Sud veut vous faire croire que tout n'est que plage ensoleillée et hospitalité du Sud, mais en réalité, derrière les palmiers dattiers et les brochures des visites de plantations, beaucoup de choses s'effritent sous la surface. Les Noirs voient clair à travers ces façades pastel. C'est pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux à décider de ne plus nous installer ici. Allons voir les chiffres. La Caroline du Sud est 42e pour l'éducation, 39e pour la santé et 41e pour les infrastructures. En clair, les routes sont cabossées, les hôpitaux rares, et le système scolaire sert plus de confusion que de véritables programmes éducatifs, et qui en paient le prix fort. Les familles noires, surtout dans les zones rurales et urbaines, à majorité noire, où les financements disparaissent plus vite que les politiciens après le jour des élections. Regardez Charleston, autrefois un centre de culture noire et de résilience, aujourd'hui gentrifié, à un point tel qu'on dirait qu'ils cherchent à effacer toute trace de l'héritage Gula et Geechee. Des familles noires installées là depuis des générations sont chassées par la flambée des prix condos de luxe bar à vin et studios de yoga avec vue sur plantation. Le prix médian d'une maison à Charleston dépasse 500 000 $, alors que le revenu médian des foyers noirs en Caroline du Sud n'est que de 43 000 $. Faites le calcul, ce n'est pas tenable. Et tandis que l'argent du tourisme coule à flot, les investissements publics dans les communautés noires, eux, se font rares. Des quartiers entiers à Columbia, North Charleston et Florence attendent toujours des travaux d'infrastructure de base. Mais la promenade en bord de mer, elle est toute neuve bébé. La Caroline du Sud, c'est aussi une justice pénale qui peine à atteindre l'équité raciale. Selon l'ACLU, les Noirs y ont 2-5 fois plus de risques d'être arrêtés pour possession de marijuana, et ce même si le taux d'usage est quasiment identique à celui des Blancs. Et ne parlons même pas des écarts dans les peines prononcées. Une fois rentré dans le système ici, on n'en sort pas facilement. Ah, et j'ai oublié de préciser, c'est un État right to work, droit au travail, ce qui veut dire salaire bas, syndicats faibles et patron tout-puissant. Les travailleurs noirs restent souvent coincés dans des emplois mal payés, notamment dans l'hôtellerie et les services sans réelle perspective. Alors dites-moi, élèveriez-vous vos enfants dans un endroit où leur histoire est marchandisée, leur culture effacée et leur avenir discuté à chaque session législative ? La Caroline du Sud vous sourit en face mais vous coupe les vivres derrière le dos. Les familles noires ouvrent les yeux sur cette réalité et partent vers des États qui offrent plus que du thé glacé et des symboles. Deschwatre, l'Indiana. L'Indiana peut vous tromper avec ses autoroutes impeccables et son charme de petite ville. Mais ne laissez pas les champs de maïs et les ponts couverts vous détourner l'attention. Ici, on vous sert des micro-agressions avec un supplément de ségrégation immobilière. Cet État ne s'effondre pas dans un fracas, il pourrit doucement sous une montagne de mauvaises politiques, d'effacement culturel et de négligence économique. Et de plus en plus de familles noires voient clair dans ce jeu et font leurs valises. Commençons par les bases, l'Indiana est 41e en éducation, 38e en santé, et a complètement disparu des radars en matière d'équité et d'inclusion. Et pendant qu'Indianapolis essaie de soigner son image avec ses arènes sportives et ses centres de congrès. Les fissures apparaissent, écoles publiques sous-financées, violences armées en hausse et quartiers noirs majeurs qui voient leurs ressources s'évaporer, tandis que les promoteurs tournent autour comme des vautours. Parlons maintenant de Gary, autrefois bastion de l'industrie et de la culture noire. Gary a perdu plus de 55% de sa population depuis les années 1960. Les familles noires ne sont pas parties par choix, mais parce que les emplois ont disparu, les écoles ont fermé et l'État les a abandonnés comme une vieille aciérie que plus personne ne veut réparer. Aujourd'hui, Gary ressemble à un manuel vivant de ce qui se passe quand une ville pleine de potentiel noir est méthodiquement vidée. Le revenu médian des ménages noirs de l'Indiana tourne autour de 39 000 $ contre plus de 62 000 $ pour les ménages blancs. Et pourtant, l'Indiana continue de faire semblant qu'il n'existe pas de fossé de richesse raciale. Spoiler, il existe, et il s'élargit. Pendant ce temps, la discrimination au logement persiste. Demandez à n'importe quelle famille noire ayant essayé d'acheter dans certains codes postaux, le vendeur disparaît soudainement, ou le taux de prêt grimpe mystérieusement.
L'Indiana abrite aussi une présence croissante de nationalistes blancs, avec plusieurs groupes haineux qui opèrent ouvertement dans tout l'État, selon le Southern Poverty Law Center. Et la législature, elle passe son temps à interdire des livres et surveiller les salles de classe, plutôt qu'à s'attaquer aux inégalités économiques ou à l'accès aux soins. Et le pire, c'est que nombre de lieux où les familles noires peinent le plus sont étiquetés comme zones d'opportunité. Un joli terme qui veut dire, en réalité, on donne des réductions fiscales aux promoteurs tout en vous poussant dehors. Alors, la vraie question n'est pas pourquoi les Noirs quittent l'Indiana, mais plutôt pourquoi resteraient-ils ? Quand un État efface votre histoire, réduit votre voix et hypothèque votre avenir, il ne reste qu'une seule option intelligente: sortir. En deux, j'y crois, le Missouri. Le Missouri, c'est cet État qui donne toujours l'impression de vivre en pleine crise d'identité. Un pied dans le Midwest, un autre dans le Sud, et les deux en plein chaos organisé. Et nous les Noirs, on a longtemps espéré que ça s'améliore en y mettant toute notre énergie jusqu'à aujourd'hui. Les chiffres sont tombés, le message est clair, cet endroit s'écroule au ralenti. Et on ne va pas rester pour assister au spectacle. Commençons par Saint-Louis. Autrefois un grand centre de culture noire, aujourd'hui en tête des classements du crime violent, de l'instabilité du logement et de l'exode des habitants. En fait, Saint-Louis a eu le taux d'homicide le plus élevé du pays en 2023, plus de 80 meurtres pour 100 000 habitants. Le budget de la police énorme, les résultats tragiques. Et la population noire continue de diminuer, de 51% en 2010 à 45% en 2023, et ça ne s'arrête pas. Pourquoi les gens partent ? Parce que les écoles s'effondrent, les emplois ne paient pas, et la gentrification avance quartier après quartier, rue après rue. Et pendant ce temps, à Saint-Louis, on reçoit un colis Amazon plus vite qu'un service public dans un quartier noir. Traversons l'État jusqu'à Kansas City, même chanson, deuxième couplet. Les promoteurs, rachètent des terrains plus vite que les habitants, n'ont le temps de dire stop, transformant des quartiers noirs populaires en portefeuille d'investissement pour des gens qui n'y vivent même pas. Les écoles publiques sont attaquées, les prix de l'immobilier s'envolent et les projets de développement économique atteignent rarement les zones qui en ont le plus besoin. Et le Missouri rural, c'est une autre histoire. Drapeau confédéré au vent et diversité veut dire 2 sauces barbecue au menu. Les Noirs aussi visibles que des panneaux solaires dans un village amish. Parlons prison, 40% de la population carcérale est noire pour seulement 11,8% d'habitants noirs. Un écart tellement ancré dans le système que la réforme n'est pas une option, elle est une urgence. Et puis, il y a Ferguson, oui, ce Ferguson-là. L'étincelle d'un mouvement national, et pourtant la ville donne toujours l'impression que les leçons n'ont jamais été retenues. La police reste agressive, les inégalités béantes, et la responsabilité introuvable, tout comme les logements abordables. Alors posez-vous la question, combien de fois un État doit-il saboter son avenir avant qu'on arrête de jouer les pompiers ? Le Missouri aurait pu devenir un modèle de renouveau urbain et de justice raciale. Mais il a choisi le chaos, et nous on choisit la sortie. NDH2, l'Oklahoma. L'Oklahoma est en train de s'effondrer, en direct, et il s'empresse de voter des lois pour que vous ne le remarquiez pas. Entre infrastructures délabrées et théâtre politique déguisé en politique publique, cet État réussit l'exploit rare de faire fuir les habitants tout en prétendant prospérer. Et nous, les Noirs, on n'achète pas ce que l'Oklahoma essaie de nous vendre. Commençons par les bases. L'Oklahoma est 43e en éducation, 46e en santé et presque au fond du classement en sécurité publique. Ce n'est pas une mauvaise passe, c'est un effondrement structurel. Les professeurs quittent le navire par vagues, les hôpitaux ruraux ferment les uns après les autres et le nombre de non-assurés ne cesse d'augmenter. Et devinez qui est touché en premier quand le système craque ? Les communautés noires. Nous ne sommes que 7-8% de la population, mais représentons près de 30% de la population carcérale de l'État. Oui, vous avez bien lu. Dans un État où le cannabis fait fortune, les Noirs continuent d'être arrêtés pour possession à 5 fois le taux des Blancs, selon les données de la CLU. Alors que certains ouvrent des dispensaires, d'autres essaient juste d'éviter un contrôle de police. À Tulsa, le quartier Greenwood, autrefois Black Wall Street, est aujourd'hui le symbole de ce qui a été pris et de ce qui n'a jamais été rendu. Le massacre de 1921 a anéanti des générations de richesses noires, et 100 ans plus tard, l'État n'a toujours pas réparé ses torts. Oui, ils organisent des commémorations, bien sûr. Mais
Financer de vrais programmes d'équité économique, beaucoup moins. Pendant ce temps, le climat politique est devenu un cirque. Les élus interdisent des livres, fliquent les salles de classe et censurent toute discussion sur le racisme systémique. Les écoles reçoivent même l'ordre de ne pas mettre mal à l'aise les élèves blancs. Traduction, effacer l'histoire noire pour protéger la fragilité blanche. Le revenu médian des foyers noirs en Oklahoma tourne autour de 39 000 $ contre 60 000 $ pour les blancs. Et avec la flambée des loyers à Oklahoma City et à Tulsa, cet écart devient une véritable bombe sociale. On ne bâtit pas de richesse générationnelle quand on peine à payer le loyer et les courses. Et n'oublions pas les catastrophes naturelles, tornades, canicules, sécheresses. L'Oklahoma devient un foyer de crise climatique et ses infrastructures ne suivent pas. Vous avez déjà vu un État essayer de légiférer contre la réalité, parce que l'Oklahoma le fait à chaque session parlementaire. Alors, dites-moi pourquoi des familles noires iraient s'installer dans un État qui les efface activement de son avenir, tout en profitant de la culture qu'elles ont bâtie. L'Oklahoma aurait pu être une belle histoire de rédemption. Au lieu de ça, c'est devenu un avertissement. Et les Noirs le traitent comme tel. Numéro 1, la Floride. Autrefois, la Floride, c'était un rêve. Un climat chaud, des plages magnifiques et suffisamment d'opportunités pour oublier l'humidité. Mais en 2025, ce rêve s'est transformé en toute autre chose. Et pour nous, les Noirs, on le voit, on le ressent. Et nous sommes de plus en plus nombreux à dire non, merci. Commençons par la politique. Parce qu'on ne peut pas parler de la Floride sans évoquer l'éléphant au milieu de la pièce. Et cet éléphant, il signe des décrets à tour de bras. L'État est devenu l'épicentre des guerres culturelles. Les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion sabordés. Les cours avancés sur l'histoire afro-américaine interdites. Des livres retirés des bibliothèques scolaires comme s'ils étaient dangereux. Et à votre avis, qui est le plus visé par ces lois? Ce n'est certainement pas le cercle des yacht clubs. Et ce n'est que la surface du problème. La Floride est 48e en matière d'accessibilité financière, 46e pour l'accès aux soins en santé mentale, et détient l'un des taux d'inégalité de revenus les plus élevés des États-Unis. Loyer médian à Miami, plus de 2 600 $ par mois. Et pourtant, le revenu médian des Noirs dans l'État tourne autour de 42 000 $. L'équation ne tient tout simplement pas. Même les villes autrefois attractives pour les professionnels noirs comme Orlando-Tampa ou Fort Lauderdale deviennent invivables. La gentrification avance à grande vitesse, poussant dehors les communautés noires historiques, remplacées par des appartements de luxe, des bars à jus et des horodateurs à 5 $ l'heure. La culture noire est toujours là, mais de moins en moins de Noirs vivent encore là où cette culture est née. Et puis, parlons sécurité. La Floride figure systématiquement dans le top 3 des États pour l'activité des groupes haineux, selon le Southern Poverty Law Center. On y trouve des milices nationalistes blanches, des organisations anti-immigrés et plus de drapeaux confédérés à vendre que dans une reconstitution de la guerre de sécession. Et pendant que l'industrie touristique vante une image de diversité et de fête le quotidien de nombreuses familles noires, surtout dans le Panhandle ou le centre de la Floride, peut sembler tendu, aliénant, voire carrément hostile. Quant aux soins de santé, bonne chance. La mortalité maternelle chez les femmes noires est dramatiquement élevée. Et l'accès à des soins de qualité dans les quartiers à faible revenu est un patchwork chaotique. L'obsession de l'État pour tout privatiser des écoles jusqu'aux prisons fait que les services de base ont un prix ou n'existent tout simplement pas. Et pourtant, le gouverneur ose appeler ça l'État libre. Libre pour qui? Parce que ça ne ressemble pas à la liberté quand on efface votre histoire, que votre loyer explose et que l'école de votre enfant se préoccupe plus d'interdire les spectacles de drague que d'enseigner la citoyenneté. La Floride ne fait pas que s'effondrer, elle se désagrège et les familles noires, nous choisissons la paix, l'accessibilité et la dignité plutôt que les palmiers et les jeux politiques. Alors, voilà. Vous venez de voir les 10 États américains qui s'effondrent le plus vite et où les Noirs ne s'installent plus. Soyons honnêtes, certains de ces endroits ne font pas que décliner, ils chutent en chute libre. Pour les Afro-Américains qui cherchent à bâtir la paix, le progrès et la prospérité, décider de partir ou d'éviter ces États n'est pas qu'une réaction émotive, c'est une stratégie. Parce que la vie est trop courte pour se battre pour le respect de base de l'eau potable ou des infrastructures qui fonctionnent. Alors voilà ce que je veux savoir, êtes-vous originaire de l'un de ces États? Êtes-vous déjà parti ou en train de planifier votre départ? Quelle est l'ambiance là où vous vivez? Aide-t-elle ou freine-t-elle l'avenir des Noirs?
Partagez vos pensées ci-dessous et tant que vous y êtes, mettez un « j'aime » à la vidéo. Cliquez sur « s'abonner » et partagez-la avec quelqu'un qui devrait réfléchir à 2 fois avant de déménager.